Sang d'encre sur Lab TV, Louis-Ferdinand Céline. On a affirmé mille choses sur Louis-Ferdinand Céline. Absolument tout est son contraire. On le proclame écrivain génial, parfait salaud. On s'enflamme devant cette langue qui palpite plus qu'elle ne résonne. Ça abîme la littérature, c'est du bafouillis, de la logorée vomi des cieux, disent les uns. Du pur génie, burlesque, lyrique, du français volté, jazzé, en danse, un opéra d'apocalypse, disent les autres. C'est ça, Céline. C'est tout, Céline. Une œuvre qui passionne, un personnage qui, 50 ans après sa mort, dégage toujours cette intrigante odeur de soufre. Bonjour François Gibault. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Madame Destouches, la veuve de Céline, et l'un des plus grands biographes de cet écrivain. Avec vous, on va tenter d'éclairer le personnage et l'œuvre mystérieuse. D'abord, pour ceux qui n'ont jamais lu Céline, la première chose à évoquer est sans doute le style. C'est un choc. Lire Céline, c'est une transformation. Ben oui, c'est un choc parce qu'il n'a pas écrit comme les autres. Il a inventé un langage, un style. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains desquels on puisse le dire. Hein. C'est très très rare. Il a inventé un style moderne, un style. Il a complètement réformé la littérature de son temps. Et il a plutôt bien réussi parce que ses écrits sont d'une terrible actualité, à la fois de par leur style et aussi de par leurs idées. Hein. Quand on lit Voyage au bout de la nuit, qui a exactement mon âge, donc 82 ans, eh bien, on constate que c'est un livre qui n'a pas pris une ride, hein, qui est, ça c'est bien triste, d'une horrible actualité, hein, d'une terrible actualité. Ça prouve que l'homme est toujours ce qu'il était du temps de Voyage au bout de la nuit, lui en 1932. C'est pas les écrivains qui changeront le monde. Alors on va revenir au tout début. Louis-Ferdinand Destouches est né à Courbevoie en juin 1894. L'année même où éclate l'affaire Dreyfus, c'est important. Enfant, est-ce qu'il est dévoré par l'ambition littéraire? Est-ce qu'il se voit comme Victor Hugo, Chateaubriand ou rien? Est-ce qu'il se rêve déjà Céline? Je crois qu'il n'y pense pas du tout, comme tous les enfants. Moi, je ne crois pas beaucoup aux vocations, mais ce que je constate, c'est que ces lettres d'enfants qu'on a retrouvées, que ses parents avaient conservées, sont très intéressantes. On voit l'écrivain, si vous voulez, l'écrivain qui va naître, qui va ensuite devenir Céline. Voilà, ça, je peux le dire. Il écrivait admirablement des lettres très intéressantes. C'est pas du tout des lettres sur la pluie et le beau temps. Ce sont des lettres sur les événements du monde, sur ce qu'il pense. Et ensuite, très très vite, quand il a, je sais pas, 20 ans, il va commencer il y a beaucoup de références littéraires dans ces lettres, très très jeune, hein, bien avant qu'il soit écrivain. Et assez vite, il va écrire des petits poèmes, il va écrire une nouvelle, il va écrire des choses comme ça. Il est certainement tenté par l'écriture, oui, avant Voyage au bout de la nuit. Mais il a toujours plus ou moins renié ce métier d'écrivain. Il se définissait avant tout comme médecin. Et d'ailleurs, à Meudon, dans son bureau, il n'y avait aucun livre, il n'y avait que des planches médicales. Oui, ça c'est vrai. Il a toujours dit que sa vocation c'était d'être médecin et puis pointer la ligne et qu'il n'aurait écrit que pour gagner un peu d'argent pour payer son loyer ou s'acheter une maison. Enfin tout ça c'est du Céline. Hein. Céline a toujours entretenu sa légende. Hein. Bon. Jusqu'à la fin, les interviews à Meudon, avant qu'il meure, on voit bien quand il a publié d'un château à l'autre, la presse va commencer à s'intéresser à lui et revenir vers lui. Et là, on voit effectivement qu'il joue le personnage de Céline. Mais il était Gémeaux aussi. Moi aussi, je suis Gémeaux. Alors, c'est un côté qui m'intéresse particulièrement. C'est sûr qu'il était... Céline, il est tout et son contraire, hein, comme la plupart des Gémeaux. Il est tout et son contraire. C'est un humaniste. Incontestablement, quand on lit Voyage au bout de la nuit, c'est le livre d'un humaniste. Hein. Et c'est en même temps un humaniste qui, quelques années plus tard, va écrire Bagatelle pour un massacre. Bon, allez y comprendre quelque chose, moi j'y ai renoncé depuis longtemps. Alors en quoi Voyage au bout de la nuit est un livre humaniste? Quand on le lit, à première vue, il ne dégage aucun espoir, aucun... Ben, c'est un livre quand même qui défend l'homme attaqué partout, l'homme exploité, l'homme qu'on envoie à la guerre, hein, comme on enverrait vraiment
l'homme qu'on envoie à la mort, l'homme qu'on exploite en Afrique, hein, l'exploitation de l'homme par l'homme qu'on exploite en Amérique, dans les usines où les ouvriers sont traités absolument comme du bétail, et puis, je ne sais pas, moi ensuite, l'homme des banlieues, qui est aussi exploité, qui est des pauvres types. Alors voilà, c'est l'histoire des riches et des pauvres, des officiers qui sont à l'arrière, et puis de ceux qu'on envoie dans les tranchées, les colonisateurs et les colonisés. En fait, tout ça, c'est quand même, me semble-t-il, un message humaniste. Un voyage au bout de la nuit qui paraît 7 ans avant l'apocalypse de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une fracture justement après ce voyage au bout de la nuit, d'abord idéologique, c'est-à-dire que Céline va rentrer, surtout après d'ailleurs Mort à crédit, dans la phase des pamphlets, un antisémitisme assumé. Est-ce que Louis-Ferdinand Céline était un collaborateur? Alors, d'abord, on va dire un mot des pamphlets. Céline, comme beaucoup, comme Barbus, comme des quantités, comme Artaud même, qui n'a pas été à la guerre. Enfin, il est revenu de la guerre, où il a vécu la guerre avec vous savez, ce slogan, l'Ader d'Eder, plus jamais ça, etc., etc. Il a vu l'horreur de la guerre, il s'est dit maintenant plus jamais, plus jamais, plus jamais. Or, pendant les années 30, dès le début des années 30, tous les observateurs, les hommes politiques, les écrivains, les gens de bonne volonté constatent que la guerre est en train de revenir, hein, qu'il y a un retour, qu'il y a une guerre probable et qu'on va de nouveau s'étriper entre deux nations chrétiennes qui sont la France et l'Allemagne. Et ça, il ne le supporte pas. Alors, il va constater ça, puis il va constater, parce qu'il a beaucoup voyagé, il est allé à Berlin sous Hitler, à Rome sous Mussolini, à Leningrad sous Staline. Hein. Il va voir donc que la guerre est en train de recommencer, et il déteste par-dessus tout le communisme. Le bolchevisme, il va ne pas supporter ça. Et dans un sens, je crois qu'il préférerait le fascisme que le bolchevisme. Voilà. S'il veut être conquis par quelqu'un, il ne veut surtout pas que ça soit par les Russes, hein, par les Soviétiques. Ça, c'est tout à fait clair et c'est tout à fait net. Il ne veut pas de la guerre avec l'Allemagne et il pense que l'Allemagne nazie, qui est très forte, sera peut-être un rempart entre les pauvres démocraties qui sont très faibles et le géant soviétique. Bon, ça, je pense que c'est clair. Et puis, il constate que les Juifs, et c'était bien normal d'ailleurs à l'époque, persécutés dès le début du nazisme, dont beaucoup s'étaient réfugiés en France, poussaient évidemment les démocraties à la guerre contre Hitler, hein, ce qui était une chose bien normale, puisqu'ils étaient persécutés. Vous savez, les Juifs ont été persécutés dès l'avènement d'Hitler, hein, dès le début. Il n'y a pas eu de camp de la mort, il n'y a pas eu de camp d'extermination dès le début, mais il y avait des camps, il y avait les magasins des Juifs étaient brisés, il y a eu des persécutions tout de suite. Et les émigrés, il y en a eu beaucoup, dont beaucoup ont sauvé leur vie en quittant l'Allemagne d'ailleurs, et ont évidemment poussé les démocraties à la guerre. Et Céline a écrit, il a dit de multiples occasions, moi j'ai fait la première guerre pour l'Alsace-Lorraine, je ne ferai pas la seconde pour les Juifs. Voilà son raisonnement, qui était un raisonnement simpliste, vous me direz, mais c'est un raisonnement de pacifiste, un monsieur qui ne veut en aucun cas qu'on recommence une guerre entre la France et l'Allemagne. Voilà. Bon, ça c'est sa position, voilà. Et ça sera la position d'un certain nombre d'hommes de gauche qui passent à droite. Hein, beaucoup de gens qui vont se retrouver dans la collaboration, et on va en dire un mot, n'étaient pas du tout des fascistes au départ et des hommes de droite. Hein. Je pense à Laval, qui était quand même le député d'Aubervilliers. Je pense à Doriot, qui était le député de la Seine-Saint-Denis, enfin de Saint-Denis, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Marcel Déat, un certain nombre de gens qui sont des gens de gauche et qui vont se retrouver effectivement du côté du maréchal
par haine du bolchevisme. Ils ont été, un certain nombre d'entre eux ont été, Laval avait été à Moscou, hein, et Doriot avait été un communiste. Hein, n'oubliez pas qu'il commence communiste, il est même le chef des jeunesses communistes françaises. Hein. Et il va aller en Russie aussi, en Union soviétique aussi, et il va en revenir absolument écœuré et définitivement anticommuniste. Voilà, ça explique pas mal de choses. Et donc le fait que la légende de Céline collaborateur... Alors ça c'est autre chose. Hein. Elle a été impulsée par Sartre surtout. Non, elle a été... les pamphlets ont fait beaucoup de tort à Céline, bien entendu, et il l'a payé ensuite, car Céline collaborateur, bon, il allait, c'est vrai, à l'Institut allemand, il connaissait Karl Epting bien avant la guerre, hein, il le connaissait avant la guerre, c'était le directeur de l'Institut allemand, et il est allé à l'Institut allemand comme beaucoup d'écrivains français, hein, comme Jean Cocteau, comme Monterland, comme Paul Morand, comme un certain nombre de gens. Morand pas tellement parce qu'il n'était pas à Paris, mais vous avez des quantités d'écrivains français qui vont y aller. Vous avez Jouandeau, vous avez énormément d'écrivains français vont aller à l'Institut allemand rencontrer des intellectuels qui connaissaient d'avant la guerre. Bon, ça c'est un fait de collaboration si on veut, mais enfin Céline ne participe pas vraiment à la collaboration. Hein. Il se moque des Allemands à chaque fois qu'il en a l'occasion. Il ira, c'est vrai, une fois pendant la guerre à Berlin, où il y a un vague congrès de médecins. Il y va en fait pour rencontrer une de ses amies danoises et lui donner la clé de son coffre pour qu'elle sorte l'or qu'il a à Copenhague. Voilà, bon, alors il va, c'est vrai. Mais il faut savoir tout de même qu'après une instruction très minutieuse, et alors que Céline était emprisonné au Danemark, après qu'il ait été libéré, il a été condamné par la Cour de justice à 1 an d'emprisonnement. Bon, quand on sait l'importance, la sévérité des verdicts des cours de justice à la Libération, on peut constater qu'effectivement il y avait un dossier dans lequel il n'y avait pas grand-chose. Mais Céline, à la Libération, donc a dû s'exiler au Danemark notamment. Est-ce qu'il a joué de ce rôle de persécuté, d'écrivain persécuté dans toutes ses lettres? Oui, bien sûr, après, il va dire, moi... je suis la bête que l'on poursuit. Il parle de la Lalie, n'est-ce pas, la chasse à courre. Et c'est lui le gibier, bien entendu. Il va exploiter ça. Il y a du vrai, il y a du faux, parce qu'effectivement, il n'a pas fait beaucoup plus que je sais pas, un certain nombre d'écrivains que je vous ai cités il y a un instant. Et que lui, il va aller en prison. Et il dira, mais Paul Morand, lui, il est en Suisse, il était diplomate, il est en Suisse, il n'y a jamais eu de poursuite contre Paul Morand, il n'y a jamais eu de poursuite contre Chardonne. Chardonne a été quand même 2 fois en Allemagne, 2 congrès de Weimar, hein, en 40, le premier doit être 41 ou 42, et il y retourne comme chef de la délégation française. Bon, il rencontre des Allemands à Paris. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup plus, même plutôt moins, à reprocher à Céline qu'à Chardonne ou à Paul Morand, qui vont très bien s'en tirer. Chardonne n'aura pratiquement aucun ennui, il fera quelques semaines de prison, mais ensuite il bénéficiera d'un non-lieu, et Paul Morand sera à l'Académie française, comme Monterland et comme Cocteau. Donc c'est vrai que le sort de Céline a été... Enfin, il a été plus maltraité que certains autres, et il n'avait pas fait plus. Alors pourquoi vous avez intitulé l'une de vos biographies sur Céline le cavalier de l'Apocalypse? C'était un cavalier seul qui allait où? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Le cavalier de l'Apocalypse, il y avait un côté Don Quichotte chez lui, il y avait un côté cavalier, il y avait un côté solitaire, tout à fait, qui se bat comme ça contre les montagnes, contre les moulins, contre tout, contre l'humanité, contre tout, et qui joue les persécutés. Voilà. Alors, il y a eu
hélas, pendant la guerre, des gens qui ont été beaucoup plus persécutés que lui. Hein. Il y a eu des horreurs pendant cette guerre. Mais Céline, bon, il s'est paré, évidemment, il n'a parlé après la guerre que de sa propre persécution, la persécution à lui, hein, pas la persécution des autres. Voilà. Bon, mais ça, c'est Céline, c'est l'homme qui joue un rôle, effectivement, d'écrivain persécuté. Il y a eu ce délire idéologique, mais un délire aussi littéraire. Le Céline encore à peu près académique du Voyage au bout de la nuit, empêtré de 100 000 précautions dans le langage communautaire, comme il disait, devient le Céline lyrique, le Céline au verbe torrentiel. Resensibiliser la langue, qu'elle palpite puisqu'elle ne résonne, tout est chant, nullement prose. Comment expliquer aussi cette rupture sur le plan stylistique? C'est-à-dire que Céline est un écrivain qui n'a cessé d'évoluer, n'est-ce pas? Le style de Céline évolue. C'est pas un écrivain statique qui écrit comme ça toute sa vie. Voilà. Moi, je compare toujours aux artistes. Il y a des artistes qui peignent, des peintres, ils peignent à la fin de leur vie comme ils peignaient au début. Les grands peintres ont évolué, ils ont dans leur manière, dans leur bon. Eh bien, les écrivains aussi, et Céline en tout cas va évoluer dans sa manière d'écrire. Il va perfectionner son style. C'est un style il a cassé la langue française, il a cassé le style traditionnel, et il va le casser de plus en plus. Il le casse déjà dans Voyage au bout de la nuit, mais il le cassera encore plus évidemment dans Mort à crédit, qui ne sera pas du goût de ses lecteurs d'ailleurs, et des critiques, parce que l'œuvre n'est pas très bien accueillie, et ensuite il ne cessera de perfectionner son style. Il le casse, mais il le perfectionne en réalité, hein. Et le style de la trilogie qu'il va écrire pendant les 10 années où il est à Meudon, à son retour, entre 51 et 61, il est mort en 61 à Meudon. Là, on voit le travail du style. Moi, je peux vous en parler, puisque j'ai mis au net le dernier manuscrit, qui est un manuscrit posthume, Rigaudon, et je peux voir le travail extraordinaire de l'écrivain. C'est un manuscrit extrêmement difficile à déchiffrer parce qu'il est raturé, il remplace un mot par un autre. Et tous les gens qui pensent que Céline écrivait comme on parle, eh bien ceux-là, ils n'ont vraiment rien compris à Céline parce que c'était un grand styliste. Céline appelait son style le métro émotif. Pourquoi cette image du métro? Ouais, je ne sais pas, le métro c'est un train, ça va vite. Ça s'engouffre dans un tunnel et ça fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est un peu ça le style de Céline. Ça serait la musique célinienne aussi, les rails du métro sans cesse? Oui, c'est-à-dire que sa langue est très musicale. D'ailleurs, elle est faite autant pour être lue que pour dite, si vous voulez plutôt, que pour être lue. Quand on dit Céline, c'est admirable de voir comme cette langue est musicale, comme elle est faite pour être dite, comme évidemment on pense à Lucchini, on pense à Balmer, on pense à beaucoup de gens qui lisent des textes de Céline et avec bonheur et qui font danser cette langue merveilleuse. C'est une langue, oui, qui est faite pour le théâtre, qui est faite beaucoup pour être dite. Alors je rebondis sur ce terme de danse. Qui ne danse pas fait l'aveu tout bas de quelques disgrâces. Céline aimait beaucoup citer ce proverbe. La danse, la grâce, la légèreté, tout contre la lourdeur des hommes, c'était un petit peu le refrain de Céline. Et ces dernières interviews, quand on lui demande comment sont les Français, il dit ils sont lourds, c'est tout. Ils sont lourds. Et c'est vrai que Céline est léger, Céline est léger, puis il est amusant. Il ne faut pas oublier que Céline a un humour absolument inoxydable. Tous ses livres, surtout, enfin on le voit par exemple dans les derniers livres, mais on le voit même déjà dans Voyage au bout de la nuit, quand il raconte certaines scènes d'horreur, il ne peut pas s'empêcher d'en parler avec humour. C'est un humour français, c'est un humour de carabin, si vous voulez. Hein. On sait ce qui se passe dans les salles de garde où les jeunes médecins, les médecins côtoient la maladie, la souffrance, la mort, hein, et ils n'arrêtent pas de rigoler. Eh bien, il y a de ça chez Céline, il y a ce côté médecin qui
il ne peut pas s'empêcher de rire au milieu des catastrophes. Et c'est français, c'est un écrivain français, Céline. Je vous rappelle ce qu'avait dit, je crois, Beaumarchais. Hein, vous savez, il vaut mieux, je me dépêche de rire des choses plutôt que d'avoir à en pleurer. Eh bien, ça, c'est tout à fait Céline, pour moi. Et la langue devait mourir. C'est pour ça que Céline a fait beaucoup d'emprunts à l'argot, notamment. C'est qu'il pensait que la langue, l'écriture académique était éternelle, donc n'était pas vivante. Oui, oui, mais bien sûr, il va justement employer des mots argotiques, des mots populaires plutôt, hein, je dirais plutôt populaires. Et voilà, il va faire danser la phrase, il va la casser, il va opter pour un mode de ponctuation qui lui est propre hein, aussi. Et voilà, il va faire danser, voilà, la danse. Voilà, il était hanté par les danseuses, par les femmes, il aimait les jambes des danseuses. Et les femmes qui arrivent à s'élever au-dessus du sol, elles ont l'air de ne plus reposer. D'avoir les pieds qui ne reposent plus sur le sol, et bien lui c'était ça, en littérature c'est ce qu'il voulait faire, c'était sa grande ambition, je pense qu'il l'a réalisé. Les danseuses sont faites d'ondes. On met en avant souvent le Céline écrivain de pamphlets, mais il y a aussi le Céline qui a écrit des ballets et des scénarios de dessins animés, notamment La Petite Sirène. Qu'est-ce qu'il pensait du cinéma? Est-ce que justement ce style haletant s'opposait à un rendu froid sur l'écran? Et par exemple, qu'est-ce qu'il pensait des dessins animés de Disney à cette époque-là? Je ne sais pas ce qu'il pensait des dessins animés de Disney, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il aimait beaucoup... il aimait le cinéma, justement, c'est un art relativement nouveau quand il était jeune. Il a tout de suite été attiré par le cinéma. Il aurait beaucoup aimé qu'un metteur en scène adapte Voyage au bout de la nuit pour le cinéma, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est pas en train d'être fait. Il y a il y a eu beaucoup de projets. J'ai eu beaucoup de projets en main, mais finalement, je ne sais pas pourquoi, pour des raisons de budget peut-être, mais aussi parce que les cinéastes ont peur de s'attaquer à un tel chef-d'œuvre. Hein. C'est comme ceux qui hésitent à adapter Proust au cinéma. En tout cas, Céline avait un vrai attrait pour le cinéma, comme il aimait le jazz, comme il aimait beaucoup de choses. Vous savez, il a écrit « Le jazz a tué la valse lente », il aurait pu écrire hein, le taxi a tué le fiacre », et le cinéma a tué le roman. Ça, il l'a dit d'ailleurs. Hein, il l'a dit. Il a dit quand on voit un roman adapté au cinéma, on n'a plus tellement besoin, on n'a plus tellement envie de le lire. Hein. En tout cas, un roman classique. Hein. Pourquoi dire la marquise est rentrée dans le salon, elle avait une robe rose, alors qu'on le voit sur l'écran, on n'a pas besoin de le lire. Hein. C'est la raison pour laquelle il a écrit justement, il a voulu aussi révolutionner la littérature parce que la marquise est rentrée dans le salon, elle avait une robe rose, vous ne trouvez pas ça chez Céline. Michel Audiard a voulu mettre en scène Le Voyage au bout de la nuit, mais le projet a échoué. Ouais, moi j'ai assez bien connu Audiard à l'époque, et puis ça c'était son rêve, mais il ne l'a pas... Il n'a pas réalisé, je ne sais pas d'ailleurs s'il était capable de le faire. Moi, je le craignais parce qu'il était surtout attiré par le langage populaire de Céline. Et il aurait, à mon avis, trop insisté là-dessus et il serait, enfin je ne sais pas, il serait peut-être passé à côté parce qu'il n'y a pas que ça chez Céline. À côté du reste. Vous êtes vous-même écrivain, François Gibault. Quand on est si intimement lié à un créateur comme Céline, un écrivain, vous avez presque écrit le Rigaudon, en tout cas réécrit. Est-ce que quand vous écrivez, vous entendez... Je n'ai pas réécrit Rigaudon. Hein. Je m'en suis tenu au texte de Céline. J'ai écrit la préface de Rigaudon, oui. Voilà. Est-ce que vous entendez sa voix quand vous écrivez C'est-à-dire que moi, je suis allé à Meudon en 1962 pour la première fois, un an après la mort de Céline. J'ai connu Madame Céline, nous sommes devenus très vite intimes et j'y vais toujours depuis plus de 50 ans, donc je la vois très souvent. Céline est présent dans cette maison, alors on n'entend pas sa voix, mais pas loin.
malgré les années passées, et ça l'était encore plus en 1962 quand je suis allé dans cette maison pour la première fois, Céline, on a l'impression qu'il est à côté, il a marqué cette maison dans laquelle il a écrit quand même 3 chefs-d'œuvre, hein, D'un château à l'autre, Nord et Rigaudon, ont été écrits là, à Meudon. Donc on entend Céline, oui bien sûr, et puis c'est une langue tellement musicale que quand on le lit, et moi je le lis et le relis sans cesse, hein, et à longueur d'année je reprends des textes que j'aime, d'autres que je connais moins, les correspondances, enfin, etc., etc. Eh bien, c'est vrai que c'est une langue qui danse, qui est vivante, qu'on entend. Quand on le lit, on l'entend en même temps. Il lui cède des touches. Alors 53 ans après Céline, comment vit-elle? Eh bien, écoutez, elle vit à Meudon, elle a 101 ans, et demi même. Elle a gardé toute sa mémoire, toute sa vivacité d'esprit, toute son intelligence, une femme très intelligente et très amusante. Elle est célinienne par bien des côtés, d'abord parce qu'elle a un humour extraordinaire, elle ne prend pas beaucoup les choses au sérieux. Elle a un peu la vision qu'avait Céline du monde des hommes. Elle les connaît bien, de l'hypocrisie, du mensonge, enfin de tout ce qui fait la société humaine. Et alors vous êtes président de la Société des études céliniennes. Comment est-ce qu'aujourd'hui Céline est représentée? Il dérange toujours. Il y a quelques années, il a été retiré du programme des commémorations de la République. Oui, j'étais ravi d'ailleurs. Il y a été mis d'ailleurs une énigme. Et puis sa maison, la maison de Meudon, a été déclassée. Il y a visiblement... Ça c'est Céline, d'abord parce que il avait eu le prix Goncourt, puis il ne l'a pas eu après. On classe sa maison, on la déclasse, on le met dans l'annuaire et puis on le retire. Ça c'est Céline. Hein. Moi c'est pour ça que quand Frédéric Mitterrand, je le lui ai dit d'ailleurs, il l'a écrit ensuite dans son livre, là, moi je lui ai dit, mais tant mieux, c'est très bien. Céline n'a que faire des commémorations nationales, hein. Il n'a pas besoin d'honneur et d'académie, des prix, tout ça. Le seul honneur que lui a fait la République, c'est de lui donner la Croix de guerre et la médaille militaire. Et enfin, on va finir sur ces mots d'Eliphore, qui était un très grand critique, un historien d'art, et qui écrivait à propos de Céline, après avoir lu Mort à crédit, les premières pages lues remontent déjà à 1 mois, et le relief s'accroît d'une manière inouïe à mesure que le livre s'éloigne de mon souvenir. C'est la marque des grandes choses. Je suis confondu, écrasé, un dieu terrible et ricaneur, dansant sur le silex et les épines, cette tête crevée, tenant au feu et à la terre, vous m'effrayez. Merci beaucoup François Gibault.